Bonjour à tous et merci de encore une fois faire partie de cette série d'interviews. Ça commence à en faire pas mal, c'est trop cool. Aujourd'hui, on est avec un très grand du paysage mondial magique, on peut même le dire. On est avec Bébel. Salut Bébel, comment ça va? Bah, ça va bien. Malgré le confinement, ça va bien. C'est vrai, parce que c'est ce que je dis à chaque fois. Je tourne toutes ces choses-là pendant le confinement. Je n'ai aucune idée de si au moment où ça va sortir, en l'occurrence, on sera encore confiné. J'espère pas, mais on verra bien. Écoute, pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, parce qu'il n'y a pas que des magiciens qui vont regarder ce truc, je vais t'inviter à te présenter pour commencer. Et puis voilà. Alors, en fait, se présenter, effectivement, mon nom d'artiste, c'est Bébel, hein, Bébel, qui est un diminutif de Belkeir, qui est mon vrai nom, Djenan Belkeir. Et je suis spécialisé dans la magie avec les cartes. Alors, bien sûr, j'ai pas commencé par la magie avec les cartes, j'ai fait de la magie générale, hein, comme en médecine, hein, il y a les généralistes et les spécialistes. J'avais un numéro de scène et puis je me suis spécialisé dans les cartes parce que j'y trouve mon compte et c'est tellement un domaine tellement vaste que pour arriver comment dire, à explorer, ben, il faut vraiment y aller à fond, quoi. Ouais, bah oui, Voilà, je comprends. Ouais, ouais. très très large. Est-ce que tu as le sentiment, bah, pour commencer directement avec, donc toi, tu es vraiment spécialisé, comme tu l'as dit, dans la magie des cartes. Est-ce que tu as le sentiment qu'avec les cartes, on peut véhiculer plus de messages qu'avec autre chose dans la magie ou pas? Alors, personnellement, je cherche pas à véhiculer de messages, en fait. Je fais de la magie pour la magie. C'est-à-dire que, pour moi, dans la magie, il y a une notion de mystère, et dans la magie des cartes, enfin, pour moi, c'est personnel, mais pour moi, dans la magie des cartes, il y a toute la magie. C'est-à-dire que tous les effets magiques qui existent peuvent être produits, avec un jeu de cartes. Ce qui est pas forcément vrai avec les autres, moyens qu'on utilise. Par exemple, les anneaux chinois, au niveau des effets, c'est limité. Les cordes, pareil, les Mm. foulards, pareil. Enfin voilà. Alors qu'avec les cartes, on a accès déjà à toute la magie. Ouais. Et alors, moi, je parle pas de message, je parle plutôt de communication. Pour moi, C'est-à-dire? de communication, mais pas pour délivrer de message en fait, hein. Communication, c'est-à-dire euh, une expression artistique Mhm. riche qui, pour moi, comment dire, se rapprocherait un peu de la musique et de la danse, hein. C'est-à-dire D'accord. que dans la musique ou la danse, on n'a pas besoin forcément des mots pour faire passer des émotions ou des impressions ou Ouais. des choses comme ça. Et dans la magie des cartes, particulièrement, enfin, dans, dans la magie que je pratique, euh, c'est ce qui se passe pour moi. C'est comme si c'était un langage. Et c'est tellement vrai qu'on peut arriver à faire de la jazz magic avec les cartes Mhm. plus facilement qu'avec le reste. Euh, Tu penses, parce que c'est marrant ce truc-là, c'est intéressant comme point de vue de communication. Tu penses que pour être magicien, il faut être un bon communicant? D'une certaine, enfin, ça dépend ce dont on recherche. C'est-à-dire que communication, c'est comment dire, un terme peut-être qui n'est pas tout à fait juste. En fait, quand je parle de communication, c'est comment dire, se relier, enfin, ou relier le spectateur à ce qui se passe, à ce qu'on fait, hein. Par exemple, quand on va avoir un bon film au cinéma, si le spectateur est pris par le film, il y a une sorte de communication. C'est vrai. Il est pris dans le film. Mhm. Sinon, il décroche du film. Ouais. Et bien dans le spectacle, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut attraper le spectateur, le faire entrer dans le jeu et qu'il accepte de lâcher prise. Voilà, c'est cette forme de communication Mhm. dont je parle. Qui est d'autant plus vrai avec toi parce que t'as passé quand même beaucoup de temps à Mabillon. Tu as passé beaucoup de temps à faire de la magie dans la rue.
Ce qui est hyper intéressant, que moi je fais aussi de temps en temps. Alors je fais pas la même fréquence que toi, mais j'en ai fait pas mal quand même. Ça apporte quoi de faire de la magie dans la rue par rapport à ce que tu peux faire dans une salle de spectacle, par exemple? Alors, ça porte la liberté d'expression. C'est-à-dire que dans la rue, enfin pour moi, telle que je la pratique, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Donc, c'est à la fois un test, un laboratoire, et c'est aussi une liberté. Liberté dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que il n'y a pas de limitation dans le temps. Euh, je peux, enfin, le faire. J'ai pas de contraintes horaires. Je peux, j'ai le droit de me tromper dans la rue, Mmh. ce qui n'est pas le cas dans un spectacle. Ouais, J'ai le droit donc. Alors quand je dis me planter, c'est pas tout à fait ça. C'est oser faire des choses que je ferais pas autrement. ouais. Donc Parce que prendre des risques. Mm. parce que la rue t'offre, du coup, j'avais vu, parce que j'ai passé l'après-midi avec toi sur internet, hein. La magie dans la rue t'offre ce truc de, comme les gens restent, heu, Ouais. soit longtemps, soit pas longtemps avec toi, ça t'oblige à tout le temps avoir autre chose, et donc, à un moment donné, d'être ramené à la rencontre de l'improvisation aussi, je pense. Alors je suis pas obligé à l'improvisation. Je pourrais faire comme, enfin, en fait, il y a des systèmes dans la rue, des systèmes pour faire un show comme sur scène et puis ramasser du pognon. Euh, et je suis pas dans ces systèmes-là. Je suis pas dans le principe donc de faire. En général, un spectacle de rue, ça dure 20 minutes. Ouais. Et puis le gars, après, il passe la corbeille. Euh, En fait, moi, je fais de la rue parce que ça me permet de faire du non-stop. Ce que j'aime bien, c'est me donner des challenges à moi-même et de faire 3-4 heures d'affilée sans m'arrêter. Et c'est parce que je ne m'arrête pas que ça me fait travailler les doigts et la tête, parce que du coup, je suis obligé d'anticiper sur ce qui va se passer par rapport à ce que j'ai fait, de façon à ce que ça s'enchaîne. Si par exemple je fais une apparition de 4 as, j'ai le choix de faire un collector, un sandwich, ou de faire une disparition des as, ou de les transformer en roi, ou de les rendre invisibles. Enfin, voilà. Donc il y a des ramifications comme ça. Et donc, quand on dit improvisation, il y a plusieurs formes d'improvisation. Il y a l'improvisation sur le programme, c'est-à-dire sur l'enchaînement des tours les uns par rapport aux autres, qui, pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit le moins possible les mêmes, hein, parce que après, on a tendance à voir que certains tours fonctionnent les uns avec les autres Mmh. et vouloir garder ça. Et donc, quand ça commence à devenir comme ça confortable, j'aime bien casser la chose. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on sort des habitudes, on est vraiment présent. Alors que quand on fait les choses par habitude, c'est-à-dire les mêmes textes, les mêmes tours, les mêmes, hein, on peut très bien penser à autre chose tout en faisant son spectacle, ça c'est le téléphone, OK. sans que ce soit gênant. Ouais, ouais. Enfin, voilà, sans que le spectateur se rende compte. Ouais, je le Sauf que comprends. moi, ce que j'aime, c'est être présent au spectateur. Ce qui est vrai pour la magie, mais ce qui en vrai est vrai dans la vie de manière générale. C'est cette sortie de zone de confort qui t'emmène vers une. Alors, quand je dis une ligne de confort, bon, c'est parce que c'est un terme qui est utilisé, mais c'est pas le terme exact en fait. C'est pas que c'est confortable, c'est que du coup, je perds. Enfin, lorsqu'on, ce que j'aime bien, c'est être présent à chaque instant dans la représentation. OK. Et j'aime bien me surprendre. Donc, et je peux me permettre ça avec les cartes, ce que j'aurais du mal à faire avec des pièces ou avec un autre objet, parce que j'ai essayé, et c'est pas pareil. Il y a un peu ça avec les gobelets. Et les gobelets, c'est plus complexe, c'est-à-dire que j'improvise pas la routine de gobelet. Ouais. Hein, c'est un mélange de routine de Dave Vernon et de Frank Garcia, mais j'improvise parfois le climax. Hein.
l'apparition des grosses charges. Ouais, bien sûr. Ça n'apparaît pas forcément dans le même ordre. Et en fait, pourquoi c'est possible d'improviser? C'est parce que je pense que si on a une conception de la magie basée sur les principes et les concepts, et non sur les tours, on peut plus facilement improviser à partir du moment où on comprend que ce sont les mêmes concepts ou les mêmes principes qui, la plupart du temps, reviennent. Ouais, je suis très d'accord. Quand on apprend un tour, on n'apprend pas à faire de la magie forcément. On apprend à faire un tour. Puis quand on apprend après à faire un deuxième tour, un troisième tour, donc on peut apprendre à faire des tas de tours sans apprendre la magie. Tour et magie sont deux conceptions complètement différentes, d'où le mélange. Et c'est pour ça que je dis aux magiciens, quand vous faites des tours, pour les tester, ne les faites pas devant les magiciens. Parce que le magicien à qui vous le faites aura une appréciation technique, esthétique, bluffante, etc. Mais tous ces termes-là ne correspondent pas à la magie, ne correspondent pas à l'effet euh, que peut ressentir le spectateur. Et donc, quand on pense qu'un tour est bon, il peut être bon et pas magique. Et pour comprendre ce qu'est la magie, alors c'est justement c'est intéressant, c'est bien de l'avoir vécu avant d'apprendre à faire de la magie. Un magicien qui fait de la magie sans avoir vu un bon magicien lui faire des tours, eh ben, il va lui manquer quelque chose. Car c'est la magie, enfin, c'est comme les émotions, hein, c'est difficile à expliquer. Mm. Il faut en faire l'expérience. Donc, c'est la première étape dans l'apprentissage de la magie, c'est d'avoir vu un ou plusieurs bons magiciens, des bons, forcément, hein, sinon il n'y a pas de magie, pour comprendre ce que le spectateur ressent. Et avec ce sentiment qu'on a à l'esprit, on peut comprendre ce qu'on fait. Parce que quand on fait un tour de magie, on est placé sur deux niveaux. Il y a deux langages. Et le langage du magicien, enfin sa propre comment dire, cuisine interne, Mhm. et la compréhension du spectateur. Donc, il y a deux points de vue du magicien. Et le magicien doit être placé dans les deux points de vue, c'est-à-dire la structure interne du tour, avec sa construction, euh, son, sa présentation, hein, qui concerne le baratin, le rythme, etc. Puis, donc ça, c'est le travail souterrain, on va dire, puis ce que perçoit le spectateur. Mhm. Et quand on a conscience de ça, on s'aperçoit que ce qu'on fait et ce qu'il perçoit peut être très différent. Si on fait ça à un magicien, on ne peut pas le percevoir. Enfin, c'est très difficile, puisque le magicien connaît les choses souterraines, donc il ne va pas réagir spontanément. Et donc, ça, c'est important parce que c'est le public, enfin pour moi toujours, parce que je n'ai pas la vérité, C'est sûr. j'ai une vérité qui me convient, Ouais. enfin en tout cas dans le spectacle. Mm. C'est le public qui me donne le rythme que j'utilise. Et donc, parce que le public, c'est comme un seul personnage en réalité, hein. Il y a la personne et le public. Et c'est aussi deux choses différentes. Quand on s'adresse à une personne ou quand on s'adresse au public, ça n'a pas la même chose. Le public, il a une respiration, il a un rythme, il a un temps de réaction. Euh, et le public est différent à chaque fois. Et donc, ce qui me renvoie me fait agir instinctivement sur ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire des tours comiques, intello? Est-ce que je vais aller plus lent, plus rapide, Mm. etc. Ça va dépendre de la réponse du public. Et ça, je peux le faire dans la rue, ce que je ne peux pas faire en spectacle. Ouais. Le public te donne ta vraie température. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. C'est quelque chose que je répète beaucoup à mes élèves quand je donne des cours. C'est que quand on se retrouve autour d'une table, on apprend un tour pendant 20 minutes et directement ensuite on va dans la rue. C'est hyper important d'aller
d'aller au contact des gens pour comprendre l'effet qu'on est en mesure de produire et surtout arriver à savoir ce qu'on a à modifier, d'arriver à vraiment comprendre la mécanique des gens qui est en face de nous. C'est vraiment très important ce que tu dis. Oui, il y a la mécanique, voilà, mais mécanique du spectacle, mécanique humaine, mais il y a là aussi la compréhension de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un tour sans comprendre le tour. Il y en a beaucoup qui font des tours et qui sont contents de les faire parce que ça fait un effet sur le spectateur. Et on s'aperçoit que ce qu'il fait, il ne le comprend pas, puisque ses intentions, ses attitudes ne sont pas en rapport avec ce qui est présenté. En fait, chaque tour raconte une histoire. Ouais. C'est une histoire muette. On peut y mettre des mots, on peut le faire en silence, mais ça raconte quelque chose. Et quand on sait ce que ça raconte, eh ben, nos intentions ou notre façon de se comporter est en rapport avec le tour. Parce que dans un tour, bien sûr, il y a des tempos différents. C'est comme en musique. Ouais. Il y a des moments où il faut s'arrêter, des moments où il faut aller un peu plus vite, et il y a des moments où on peut suspendre même le temps. Donc, mais ça, on ne peut le faire de façon naturelle que si on comprend ce qu'on est en train de faire. Si on fait un effet triomphe ou un effet Das Leader, ça ne raconte pas la même histoire, ça ne raconte pas la même chose. Pas du tout. Donc l'attitude qu'on a envers ce qu'on fait est différente. Et ça c'est important parce que c'est quelque chose qu'on communique au spectateur. Le spectateur perçoit, euh, si, enfin, ressent si on incarne le tour ou si on fait une recette de cuisine. Faire une recette de cuisine, c'est, par exemple, se dire, bon, alors je connais mon tour, je vais poser le paquet ici, après je dois prendre cette carte-là, la mettre ici, etc. Donc, on, on fait une procédure Mm. qui fonctionne et puis il y a une réaction. Et donc, comme il y a une réaction, celui qui fait ça pense que c'est bon. Et donc, c'est le problème de la magie, en fait. Même un tour mal fait va créer une réaction positive chez le spectateur. Ouais. Et donc, du coup, fait croire à celui qui le fait que ce qu'il fait est bien. Donc, faire très attention à ça. Mm. Par contre, incarner un tour, c'est-à-dire, c'est de le comprendre, de l'avoir digéré, et ne plus se poser la question si le paquet doit être posé ici ou là. Ça se fait de façon naturelle, de façon évidente. Et même si on change de place, on ne s'y perd pas, puisqu'on l'a intégré et on ne précède pas une recette de cuisine. Et cette chose-là, c'est ce que j'appelle l'expression, c'est-à-dire que c'est comme les mots, quand on forme une phrase, on ne réfléchit pas forcément à chaque mot, Mhm. on les dit en rapport avec ce qu'on a à dire. Hein. Donc voilà. Et ben la magie c'est pareil, c'est une forme d'expression, c'est-à-dire qu'on a un effet, on pense à l'effet, et le reste doit venir tout seul. C'est ce qu'on appelle en gros oublier la technique. Pour oublier la technique, il faut avoir incarné le tour, c'est-à-dire que le tour doit venir de soi et non de choses extérieures. Mm. Parce que toi, effectivement, là, le, tu es tu es un grand technicien au niveau des cartes quand même. C'est reconnu. Et j'ai vu un DVD que tu avais fait avec Jean-Pierre Valarino, dans lequel il te demandait, parce que tu n'as pas fait beaucoup de DVD ou de choses comme ça, tu en as fait 4 ou 5, je crois. Et tu disais, mais je ne fais pas de DVD parce que je ne fais pas de la magie pour magiciens, je fais de la magie pour les gens. Oui. Du coup, cet aspect de transmission de magicien à magicien, tu arrives à le placer, tu le fais, tu le pratiques ou tu restes. Pour moi, c'est pas une obligation. La transmission, en fait, l'échange avec les magiciens, c'est juste pour le plaisir. Mais j'ai pas, je me dis pas, ah tiens, il faut que je transmette à tout prix à des magiciens. Hmm. Non, c'est pas le but. Enfin, pour moi, en tout cas, la magie, c'est du spectacle. Hmm. Et du spectacle, ça se fait devant des gens. Hmm. C'est aussi simple que ça. Donc, faire de la magie pour les magiciens, bah,
ça ne m'intéresse pas trop parce que si, enfin, si tu veux, il y a deux formes de spectacle, enfin, de façon de gagner sa vie avec la magie, enfin, dans ce milieu-là en tout cas. C'est soit on fait du spectacle grand public, soit on travaille pour les magiciens, c'est-à-dire on fait des conférences, on sort des DVD, on sort des trucs et des machins et des bidules, etc. Ce sont deux travails différents. Ceux qui le font très bien, mais moi je me sens mal à l'aise avec ça. D'accord. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment d'avoir affaire au public et à tous les publics, parce que la magie, en fait, s'adresse à tout le monde, que ce soit dans la rue, en festival, en spectacle, derrière un bar, à l'improviste. Il est possible de faire de la magie, ce qui n'est pas donné à tous les, Tous les tous les milieux. métiers, hein. Et donc, pour moi, ça, c'était formidable parce que ce sont des expériences différentes et euh, suivant le lieu, il faut pouvoir s'adapter. C'est pour ça que j'aime bien les tours impromptus, faisable donc n'importe quand, Ouais, ouais. et qui n'ait pas d'angle. Parce que pour moi, la magie, c'est ça. C'est les magiciens, il faut être prêt tout de suite maintenant à faire quelque chose, hein. Euh, Ça, c'est vrai dans toutes les situations dont je viens d'énoncer, sauf peut-être pour le spectacle. Le spectacle, on peut se permettre d'avoir des préparations, d'avoir des bidules et des machins, plus que c'est un spectacle, c'est monté. Donc c'est une entité Mhm. entière, et donc c'est fait pour ça. Là, dans ce cas-là, effectivement, on peut se permettre de se donner tous les moyens possibles pour faire un spectacle euh, différent de ce qu'on a l'habitude de faire, en fait. Mais en tant que magicien, il faut être capable de faire des choses avec n'importe quoi, euh, avec des couverts, des pièces, etc., ou de façon impromptue. Voilà. En fait, je pense qu'un magicien, quelle que soit sa spécialité, doit avoir une formation générale. Mhm. C'est-à-dire qu'il doit connaître les grandes illusions, la magie générale, la technique, les trucages, et donc après tout ce qui concerne la théorie, la psychologie, etc. Moi, je ne fais que des cartes, mais je m'intéresse à tout le reste de la magie, même si je ne m'en sers pas, parce que je n'ai pas encore trouvé le moyen de m'en servir pour m'amuser au long terme. Au long terme, c'est important quand on est professionnel. Parce que quand on est professionnel, on répète plusieurs fois, pendant plusieurs années, des choses qu'on connaît. Mhm. Et oui, ça, c'est mon ordinateur qui me cause. Et donc, il est important de ne pas se retrouver blasé, Mhm. de ne pas éteindre la flamme. Donc, parce que j'ai rencontré des magiciens qui en faisaient leur métier, mais qui avaient plus, enfin, ils ont fait Ils tellement sont de à fois la côté. même chose qu'ils sont plus du tout allumés par ce qu'ils font, Ouais, ils le hein. sentent plus. Non. Et je trouve ça triste. Très. Je suis d'accord avec toi. Tu, on a parlé de la rue. Parlons de la scène un petit peu. Donc tu as un spectacle que tu es encore en train de monter, qui est fini de monter. Non, il n'est pas fini de monter. Il est encore en train d'être monté. En fait, ça rejoint le premier spectacle qui a été fait, Belcaïr, où une carte ne vous sauve pas la vie pour rien. Et en fait, c'est une idée que j'avais depuis très longtemps de changer le mode de fonctionnement de ce que j'étais en train de faire. D'accord. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la recherche. Donc, l'idée, c'était de ne pas faire choisir de cartes, de ne pas faire d'effets spectaculaires, que je ne sois pas le magicien. Ok. Et voilà. Donc, dans le spectacle, tout ça s'en va. Et je ne suis plus le magicien. Je suis quelqu'un pour qui les choses arrivent. Et l'idée, c'est de changer aussi le rapport public. Voilà, c'est la base de cette chose-là. Et dans le premier spectacle, en fait, j'ai fait parler les cartes. Là, ça va se donc
se rapprocher un peu de ce concept-là, mais de façon différente, parce qu'évidemment, il y a des choses qui ont été découvertes. Une façon de penser aussi, parce que quand on a une idée différente, on a des tours aussi qui, qui sont assez différentes de la structure ou du mécanisme Ouais. euh, dont- qu'on emploie. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi cette envie? Ben, c'est parce que j'ai remarqué que depuis longtemps, nous, les magiciens ou même les démonstrateurs, on procède que d'une seule façon. À savoir, je suis le magicien, donc pour prouver que je suis le magicien, je vais faire la preuve de mon pouvoir et je vais faire un effet. Mhm. Et quand cet effet sera fini, ben, je vais en recommencer un autre. Ok. Et ça fonctionne toujours de la même façon. C'est-à-dire que je me sers de la magie pour prouver le pouvoir que j'ai en tant que magicien. Et je dis, mais tiens, c'est assez pauvre comme manœuvre quand même. C'est vrai. Dit comme ça, c'est vrai. Ben, c'est ce qu'on fait, même si ça ne se voit pas. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Et je dis, mais pourquoi prouver qu'on a le pouvoir? Et puis, parce que bien sûr, c'est une chose en filigrane, puisque on s'amuse à un peu mettre de l'humour, à mettre des histoires, faire de la musique, etc. Mais tout ça, c'est un emballage Mhm. pour moi. Et donc, je me dis, ben, il est possible de faire autrement Ouais. que de cette façon-là. Donc, d'où l'idée du spectacle. Et dans ce spectacle, non seulement il y a des cartes ordinaires, mais j'ai voulu mettre les cartes de tarot aussi. Ok. Et je me suis rendu compte que la magie avec des cartes de tarot, je ne parle pas de mentalisme, hein, je parle de magie, d'effets magiques. Et ben c'est très compliqué parce que le spectateur ne perçoit pas ce qui se passe, puisque les cartes de tarot sont chargées symboliquement, et puis tout le monde ne connaît pas les cartes de tarot, enfin, ça se ressemble. Et en fait, je suis content parce que j'ai trouvé le moyen pour que ça soit vraiment magique Ok. et, et que ça marche. Et on voit très bien que les effets en fait faits avec les cartes de tarot et les cartes numérales peuvent être très différents. Parce que même d'un point de vue technique, la dimension des cartes de tarot, tu prends les grandes Mm. et tu arrives à faire ça comme ça, c'est cool. Du coup, ce spectacle que tu fais où tu changes le rapport au public, il parle de quoi? Il parle de la. Il parle pas en fait. Il se laisse voir. Euh, ben si, parce que dans le premier spectacle, ça parlait. Il y avait des textes et ça racontait la vie secrète des cartes à jouer. Dans le premier spectacle, en fait, j'avais un accident de voiture, je tombais dans le coma et je tombais dans le monde des cartes. Voilà, ça parlait de ça. Donc je devenais moi-même une carte. C'était dans le premier spectacle. Là, c'est pas tout à fait le cas et c'est quelque chose qui se laisse voir et dans lequel moi j'interagis. Parce que je voulais pas d'illustration non plus. Parce que le problème, c'est que bien sûr, il y a des très jolies façons de faire en illustrant par une histoire, etc. Mais je me suis dit, mais bon, l'illustration, c'est que du vernis. Mais le mécanisme est toujours le même. Donc, pas Mhm. d'illustration. Plutôt qu'illustration, une action, être dans l'action, être dans la réaction de ce qui se passe. Et non plus le principal auteur de ce qui se passe. Voilà, ça raconte ça. Tu... C'est que des effets que tu as créés dans ce spectacle? Oui, oui, toute création est personnelle. Alors, quand on dit création, on va retrouver quand même des effets classiques, mais pas tant que ça en fait. Il y a des effets qui ne sont pas du tout classiques. Donc, en fait, il va y avoir il va y avoir certains tours que j'ai créés, que vous connaissez, mais plein d'autres que j'ai créés que les magiciens ne connaissent pas, Ok, ou pas très bien. ok.
Parce Et que, bah oui, parce que de temps en temps, je suis obligé de tester. bien sûr. Et donc, il y a des petites choses qui ont été vues par-ci, par-là. Mais Justement, dans ce processus de test, dans ce processus de création ou d'appropriation, je veux dire, comment est-ce que tu fais pour être, comment est-ce que tu fais pour trouver ta créativité et pour la générer? Comment est-ce que tu es créatif en tant que magicien? on est créatif, en fait, quand on a quelque chose à dire, en fait. Mais dire, encore une fois, c'est pas dire blabla. Mmh. Dire, c'est quelque chose à exprimer, quelque chose à faire. C'est la même problématique que quelqu'un qui va écrire des films de science-fiction. Parce que la magie, pour moi, c'est de la science-fiction. D'ailleurs, euh, c'est important de considérer que si on a la notion de magie, on a plus facilement euh, accès à un univers imaginaire. Mais j'ai remarqué que les magiciens sont ceux qui parlent le moins bien de la magie, en fait. Les magiciens ne parlent pas très bien de la magie. Et il y en a même qui ne savent pas ce que c'est, enfin, qui n'arrivent pas à l'exprimer. Mmh. Euh, et ils se disent la magie, c'est des tours. Mais non, la magie, c'est pas des tours. Donc, déjà avoir accès et apprendre à ce qu'est la magie, c'est le premier pas de l'apprentissage pour un magicien. Ressentir la magie, donc l'avoir vue avant d'en faire, et se poser des questions sur ce qu'est la magie, c'est indispensable pour ce qu'on fait et la compréhension de ce qu'on fait. Par exemple, la passe magique. La passe magique peut avoir un côté ringard. Ça dépend comment on l'a fait. Si on Mmh. fait, je sais pas quoi, ok. Mais la passe magique, quand on la comprend, peut être un outil très utile pour le magicien. Parce que la passe magique déplace la cause de l'effet. Hein. Il y a un effet, donc il y a une cause. Donc, qu'est-ce que fait le spectateur? Logiquement, ils se disent, bah, il s'est passé ça, il rembobine en arrière pour voir quel mouvement il y a eu avant. Et peut-être que c'est à ce moment-là, je n'ai pas vu, mais j'ai compris qu'il y a ça. OK. Quand on place une passe magique entre la cause et l'effet, la passe magique devient une nouvelle cause de la magie, une fausse cause. C'est parce que c'est pendant qu'il a fait la passe magique que ça s'est produit. C'est incroyable, je n'ai rien vu. Enfin, voilà, donc c'est un outil. Ça aide aussi à déplacer dans le temps, donc créer une parenthèse d'oubli. Et c'est pas seulement il y a aussi dans la passe magique la partie du mystère que les magiciens oublient. Alors pour moi, il y a très peu de magiciens. Il y a des gens qui font des tours, voilà, donc des illusionnistes, des prestigitateurs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et il y a quelques magiciens, mais Ouais. très peu. Cette phrase, je l'adore. Il y a beaucoup de gens qui font de la magie, mais il y a très peu de magiciens. J'adore cette phrase. Ouais. Et qui font de la magie. Ouais, c'est une façon de parler. Hein. Ouais, bien sûr. Faire de la magie, c'est créer un sentiment. Le sentiment magique, en fait, est rare dans la vie de tous les jours. On a rarement le sentiment de la magie dans la vie de tous les jours. On peut l'avoir. Hein, certains mystiques peuvent l'avoir ou certains religieux peuvent l'avoir, même s'ils n'appellent pas ça comme ça procède de la même source. Parce que pour moi, la magie, c'est transformer ou modifier le réel pour éveiller le sacré qui est en nous. Et c'est ce qui donne ce sentiment de magie. Même pour un mec qui est complètement qui est cartésien, Mmh. euh, peut ressentir ce sentiment-là. Pas tous, hein, parce qu'il y a des cartésiens que ça énerve. C'est normal. C'est normal parce que, en fait, ce qu'on est en train de faire, on est en train de démontrer aux gens que tout ce qu'ils connaissent, en fait, peut être démonté. Tout ce qu'ils connaissent du réel. Mmh. Et ça peut faire peur. Et je leur dis, mais n'ayez pas peur. Laissez-vous aller dans le vide, c'est pas dangereux. Et donc, le cartésien
du coup, il est dans quelque chose qu'il ne maîtrise plus, puisqu'il ne comprend pas. Bah Hein, oui. et j'ai remarqué que les gens les plus ouverts, c'est ceux qui acceptent la magie sans se poser de questions. Euh, Ce sont les spectateurs les plus faciles, en fait. Ah, totalement. Je suis d'accord avec ça. Alors, les autres, moi, m'intéressent parce que du coup, je me dis, mais comment faire en sorte qu'ils reçoivent ça pas comme une agression, mais comme un jeu inoffensif. Et donc, voilà, ça c'est important parce que euh, on a toujours, enfin, on oublie souvent que la magie peut être comment appeler ça, pas un défi, mais c'est une forme d'agression, la magie. Hein. On remet en cause ce pourquoi les gens croient. C'est Tout d'un intéressant de coup, voir ça. on leur montre autre chose. Et donc, c'est une forme d'agression. Enfin, entre guillemets, hein, Ouais, bien ouais, ouais, sûr. mais c'est intéressant ce terme comme ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que il faut s'en amuser. Il faut le détourner. Leur montrer que, ben oui, on peut déchirer le voile du réel. On peut partir ailleurs pour un temps. Il y en a chez qui ça fait du bien et il y en a qui osent pas parce qu'ils ont peur du vide. Et en fait, quand on arrive à les convaincre, en fait, ce sont les premiers qui sont contents, quoi. Un grand sourire. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est aussi intéressant. Et c'est pour ça que la magie, pour moi, est riche, parce que, comme tu l'as dit, je suis un technicien, parce que j'aime la technique. J'aime la technique dans tout ce qu'elle a de- d'intéressant, parce que pour moi, un tour de magie, c'est à chaque fois qu'il y a un tour, il y a une idée. Il y a quelqu'un qui a eu une idée. Et une idée, c'est un assemblage de mouvements, de subtilités. Et donc, rien que pour ça, c'est déjà intéressant, comme un jeu, n'importe quel jeu. Hein. Ouais, On voit comment un tour est construit, comment il est fabriqué. Donc, c'est la construction interne du tour. Puis, la technique, c'est-à-dire pouvoir l'exécuter de façon enfin, parfaite pour le spectateur. Et il y a quelque chose de sensuel dans la manipulation des cartes. très. Et c'est pour ça que on peut se poser la question, mais quand on travaille une technique, à quel moment on peut savoir qu'elle est Maîtriser. acquise? Mm. Comment, à quel moment on sait qu'on possède une technique? Ben, la réponse est toute simple. On Quand on possède une oublie qu'on l'a fait. technique. Pardon? Quand on oublie qu'on l'a fait, quand on peut la faire comme ça, quand ça devient naturel. Ouais. Alors moi je dis, enfin, c'est l'impression que j'ai. On possède une technique quand elle devient agréable à faire, quand il n'y a plus aucun effort. C'est-à-dire que s'il y a une légère gêne ou une légère anticipation, parce qu'on n'est pas sûr, c'est qu'on ne la possède pas. Quand elle devient agréable à faire, quand on aime la faire, c'est qu'on la possède. Mais il y a un danger. On peut maîtriser une technique mal faite. Donc c'est dangereux parce qu'elle peut devenir agréable à faire parce qu'on la possède complètement, mais mal. Ce qui devient terrible. Ouais, donc c'est pour ça que avant d'apprendre une technique, pareil, c'est la même chose, il faut la comprendre, Mm. il faut l'analyser. Et si on n'arrive pas à faire certaines techniques, eh ben, alors encore une fois, j'ai remarqué il y a différents types de techniques. Hein. Il y a des techniques qui sont basées sur les coupes, techniques qui sont basées sur les glissages. Et je ne vais pas donner les noms pour pas dévoiler, mais et il y a des techniques qui sont basées sur les lancers, euh, sur la force des cartes, hein, quand on les plie légèrement, etc. Et chacun peut avoir des mouvements dans lesquels ils sont plus à l'aise. Mhm.
Par exemple, moi, je suis plus à l'aise sur ce qui est l'ordre des coupes, moins sur les glissements. Alors, je ne parle pas des étalements, mais et donc, du coup, je me dis, mais alors, il y a les effeuillages aussi. Les effeuillages qui comprennent plein de mouvements, dont les mélanges. Et alors, quand je bute sur une technique, je me dis, mais comment je peux m'approprier la technique? Imaginons que quelqu'un soit mal à l'aise avec un mélange à la queue d'aronde, un mélange à l'américaine. Donc, ce qui concerne l'effeuillage, hein, le fait de faire échapper les cartes au bout des doigts. Plutôt que d'apprendre le mélange en entier, puisqu'il va mal le faire, c'est de lui apprendre à effeuiller le jeu, simplement, sans faire de mélange. Donc, petit côté, avant, arrière, grand côté, d'un sens, de l'autre sens, simplement pour qu'il apprivoise le mouvement au départ. Ensuite, lui faire séparer le jeu et lui faire faire d'une main puis de l'autre. Et c'est seulement quand il a appris ça qu'il va pouvoir mélanger, apprendre à mélanger. Et donc ça, c'est de la mécanique, c'est de la compréhension du mouvement. Comment un mouvement se forme. Voilà. Alors, donc, bon, là, c'est vraiment assez grossier puisque c'est la base même, Oui. mais la compréhension, sont des choses beaucoup plus subtiles. D'ailleurs, j'aime beaucoup les subtilités en magie, subtilités techniques, qui peuvent se mélanger avec des techniques plus ardues. Ouais, Hein. bien sûr. Donc voilà, donc la compréhension de la mécanique, donc ça déjà c'est un plaisir en soi. Deuxième chose, l'imagination, c'est-à-dire l'invention, trouver un tour, modifier un tour. Ça c'est une autre chose qui me plaît. Hein. Euh, Après, comment le tour va être proposé au public? Donc la présentation, les mots. Il y a certains mots qu'il ne faut pas utiliser. Donc ça, c'est intéressant parce que j'ai appris ça par l'expérience, par essai-erreur, par questionnement. Alors je me rends compte que beaucoup de jeunes posent énormément de questions. Moi, je leur dis, mais arrêtez de vous poser toutes ces questions, faites les choses et vous allez voir les réponses. On peut avoir les réponses si on est attentif, c'est-à-dire qu'on a deux, encore une fois, deux visions, c'est-à-dire on peut faire et se regarder faire. Hein. On peut faire un tour et se regarder en train de le faire, Mm. de façon à pouvoir corriger quand il y a un problème. Alors à mes débuts, j'avais beaucoup de mal à me souvenir. Je me disais, ah tiens, là il y a une blague qui est intéressante. Tiens, là j'ai fait une erreur. Et je le mets dans ma tête pour après le spectacle pouvoir le corriger. Et très souvent, j'oubliais. Mais c'est un exercice, c'est-à-dire c'est pas grave, je recommence, je recommence, je recommence. Et finalement, on finit par s'en souvenir et à se corriger. Mm. Donc en fait, la magie, c'est aussi un auto-apprentissage pour se corriger. Euh, c'est comme je sais pas, comme un ordinateur qui pourrait se corriger de lui-même. Hein. Essai, erreur, paf. Ah, là c'est bon, paf. Voilà, c'est que ça, et c'est tout le temps ça jusqu'à la fin de sa vie. C'est jamais fini en fait. Hein. Ouais, ouais. Tu as fait, Voilà. Ouais, t'as fait j'ai vu sur Wikipédia, tu as joué dans des pièces de théâtre aussi. ouais, ouais. J'ai vu qu'en 2009, tu as joué dans La Cerisay et qu'en 92, tu as joué dans une pièce. Alors non, j'ai pas joué dans la cerisée. J'ai participé aux effets magiques. Non, j'ai joué uniquement dans le bal masqué de la En Comédie 92. Française. En 92, ouais. Voilà. Donc c'est dans la première partie avec les joueurs, etc. Parce que j'étais avec Abdullah Lafresque, un très grand magicien, Ouais. dans les deux sens, hein, au propre et au figuré. Et donc on a formé les joueurs à la manipulation des pièces et des cartes. C'était basé sur le jeu du pharaon. Mhm. Et on a nous-mêmes présenté des tours. Euh, donc c'est monté par Michael Lermontov, je crois. Oui, voilà. Et euh,
on a essayé de faire des tours parce que la Comédie Française, quand même, c'est grand, c'est immense. C'est très Et grand. les cartes, c'est tout petit quand même. On n'avait pas de vidéo, de projection, etc. Donc, il a fallu trouver des tours qui soient visibles de loin. Et je dois dire que c'était très amusant, très grisant, parce que du coup, enfin, nous étions des magiciens d'une autre époque, hein. Et effectivement, le costume, l'ambiance, etc., ça change l'intention. C'est-à-dire on fait pas, enfin, en tout cas, je pense que lui, c'était pareil. On fait pas de la magie comme on fait de la magie devant un spectacle ordinaire. Hmm. Absolument C'est pas. autre chose. Et donc, c'est une expérience très intéressante. Et tu as, du coup, dans toutes les pièces de théâtre dans lesquelles tu as participé, du coup, c'était uniquement à la création d'effets magiques. C'est-à-dire que tu n'as pas été toi-même comédien, par exemple, à un moment donné. Bah, dans le premier spectacle qui a été construit donc écrit par Nathalie Pépin et mis en scène par Anne Artigot, si, il a fallu que je joue la comédie, puisque c'était pas un récit. Là, pour la première fois, déjà, c'était la première fois de ma vie que j'apprenais un dialogue écrit par quelqu'un d'autre. Mhm. Et, et il a fallu l'interpréter. Et en fait, la grande difficulté que j'avais, c'est j'avais le texte, je me dis, mais comment je vais placer les tours de cartes dans ce texte-là, hein? Parce que la personne qui a écrit, évidemment, n'était pas magicienne. En fait, je ne voulais pas de magicien, ni de magicienne euh, dans ce spectacle. Parce qu'on m'a proposé un metteur en scène magicien, j'ai dit non, surtout pas, puisque je veux faire autre chose, il faut que je parte complètement ailleurs. Et donc, du coup, les gens qui écrivent, ben, ils ne se soucient pas de la magie, hein. Donc, il a fallu interpréter et adapter les tours. Et inventer même les tours, puisque c'est des dialogues. Je faisais parler des cartes, donc je dialoguais avec les cartes. Et vraiment. Donc, Ouais, euh, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire. clairement, clairement. Hmm, par quoi on pourrait terminer doucement, parce que ça va déjà bientôt faire, ça va faire 1 heure, en fait. Euh, la première question que je vais te poser, c'est quoi ta dernière claque en magie? La dernière fois que tu as vu un mec et tu t'es dit, voilà, c'est fort. Alors, en fait, les claques, je m'en souviens pas, puisque ce sont des moments. Et moi, pour moi, ça, c'est pas très fort, en fait. Un effet fort, c'est pas fort. C'est juste un moment. Moi, ce qui m'impressionne, ce qui me plaît, c'est euh, quand je vois quelqu'un qui a quelque chose à dire, dans le sens où il a une présence et et la magie émane de lui dans ce qu'il fait. Il a incarné ce qu'il fait. Et quand je rencontre ce genre de personnage, euh, ben, je me dis, ben, il peut tout faire. Il peut tout faire et en plus, il ne ressemble pas aux autres. Hmm. Je pense naturellement à des gens comme Ascanio, Tamaris, Danida Ortiz, comment il s'appelle le grand américain là, d'un autre genre complètement, Keller? enfin très Helen osé. Keller? Non? Non, 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 mais eux aussi ils sont très bons parce que même si je suis pas d'accord sur certains déminages parce que je pense que c'est inutile, je comprends pourquoi ils le font, hein. On me rétorquera que c'est pas grave. C'est vrai, c'est jamais grave. Mais les gens oublient très vite. Mais j'aime pas pour différentes raisons enfin, parce que je pense que dès qu'on a un débinage, on sort les gens justement du moment magique, hein. C'est comme quand voir un film de science-fiction et puis tout d'un coup, dans le film de science-fiction, on voit un truc qui n'a rien à voir avec le film. Du coup, on décroche, on dit tiens, c'est bizarre. Hop, et on y va. Voilà, ça fait cet effet-là. Mais voilà, un effet fort, c'est une erreur. Enfin, pour moi, se baser sur un effet. Parce qu'il y a plein d'effets forts en magie. Il y a plein d'effets où on peut prendre des claques, comme tu dis. Mais c'est souvent dû à des trucages, euh, moins souvent dû à de la technique, même s'il y en a beaucoup qui ont des choses très fortes en technique, et encore moins
dans ce que ça, dans la magie, enfin dans le côté spectacle. Et c'est des notions auxquelles il faut faire attention parce que il y a beaucoup de jeunes qui sont à la recherche du tour le plus fort. Moi, je place pas la magie dans le matériel. Hein, c'est pour ça que j'aime la technique. La technique, c'est quelque chose qui n'est pas acquis. On peut perdre la technique si on ne travaille pas. Et quand on l'a fait, on est impliqué. C'est-à-dire que le résultat qu'on a est fonction de la qualité qu'on a mis pour le faire. Donc, ce n'est pas automatique. Alors qu'un objet qui contient à lui tout seul la magie, si on peut dire, le seul mérite qu'il y a, c'est celui de l'inventeur. Inventeur génial. Mais quand on le fait, on se donne des mérites qu'on n'a pas, puisque, à part la présentation peut-être. Si on met un scénario, là d'accord. Donc les effets dans ce genre-là ne m'attirent pas beaucoup, Ouais. mais je m'y intéresse. Parce que, en fait, pourquoi je m'intéresse? C'est parce que je m'intéresse au fonctionnement, au côté ingénieux. Et on peut se servir de ces effets-là pour les intégrer à des choses plus larges, mais pas uniquement qu'un effet. Par exemple, il était très à la mode à un moment, dans les routines de pièces, qu'à un moment de faire boum et une grosse pièce géante. Et la pièce était de plus en plus. Ouais, c'est bien. Mais alors, donc c'est la plus grosse pièce, la plus grosse chaussure. Ou dans les finales de cartes, c'est pareil, le jeu qui change de couleur, ou les cartes qui deviennent toutes différentes, et puis il y en a de plus en plus. Ça, c'est la facilité dans l'abondance pour en mettre plein la vue. Et en mettre plein la vue, ça a moins de force que de rentrer dans le sentiment des gens. Hein. Un effet qui est préparé, qui est monté en sauce et au final qui crée une surprise peut être beaucoup plus fort qu'un effet flash qui dure 2 secondes. Il y a Christian Girard qui avait écrit quelque part que l'effet comme ça de 1 seconde fait appel au côté animal. Et c'est vrai, c'est hein, donc c'est la réaction animale. On est surpris. On est même presque agressé par l'effet coup de poing ou claque, comme tu veux. La magie construite qui amène les gens fait appel à un tout autre niveau, qui est beaucoup plus fort, puisque ça fait appel à l'émotion, à l'attention, au suspense, enfin plein de choses. Donc voilà, moi c'est les magiciens que j'aime voir, c'est ça. Mais un effet qui bluffe, c'est un effet. Si le reste ne suit pas, c'est pas intéressant. Et c'est pour ça que le table en table est terrible, parce qu'on peut donner l'impression d'être un bon magicien en faisant 3 effets forts comme ça, alors que le magicien, c'est pas un magicien, c'est voilà, quelqu'un qui fait 3 effets. Si on place cette personne-là sur scène, sur un spectacle d'1 heure, c'est plus du tout la même chose. Ces 3 effets, ils tiennent pas. Donc il faut différencier la magie qui exprime le magicien et les effets flash qui sont faits. Je comprends. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Allez, 3 conseils pour quelqu'un qui voudrait débuter la magie. D'aller vers déjà, d'essayer un peu tout dans la magie. Il ne faut pas se focaliser sur un truc. Il faut essayer un peu tout pour comprendre comment le tout fonctionne. Et puis après, aller vers quoi on a le plus envie d'aller. Et travailler suffisamment. Puis dès que c'est travaillé, présenter les tours. Ne pas se poser de questions. Il faut y aller. Il faut se jeter dans le public. Qu'on soit timide, pas timide, peur, pas peur, c'est pas grave. Il faut commencer à son niveau. C'est-à-dire qu'on peut commencer par des tours simples. Un tour automatique, par exemple, c'est très bien pour un débutant qui a peur du public, par exemple. Un tour où il n'y a pas de risque. Ouais. Mais la principale formation, c'est d'aller devant les gens.
Alors, quand je dis d'aller devant le public, c'est pas d'aller devant 50 personnes, hein. C'est trop tôt. Non, c'est de le faire à son entourage déjà. Alors, pas trop à sa famille, parce que quand on débute, la famille commence à comprendre et Hmm. après, vous êtes grillé, hein. Donc, la famille, après que vous ayez maîtrisé les trucs. On comprend, je Et comprends aussi. ben oui. Et puis, ne regardez pas les DVD devant la sœur, papa, maman. Non, la magie, ça s'apprend tout seul, à l'écart. Parce que qu'est-ce qui crée la magie? C'est le, pas seulement le fait que ce soit bien fait et bien présenté, c'est aussi parce qu'on ne comprend rien, parce qu'on est dans le mystère complet. Si vous faites des tours et que les gens savent comment vous faites, vous ne pouvez pas avoir un retour magique. Hmm. Donc, au niveau de la progression, ce n'est pas très bon. Ouais, bah oui. C'est un peu Donc, décourageant. gardez vos secrets, n'expliquez rien. Parce que le secret est aussi un outil aussi fort que le détournement d'attention, que la parenthèse d'oubli ou que je ne sais quoi. Hmm. Ça, c'est important parce que maintenant, beaucoup de magiciens n'ont plus la notion du secret. Ouais. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des secrets d'État. Aujourd'hui, en plus, c'est très, 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 très divulgué. Oui, et c'est dommage parce que le spectateur n'a pas envie de savoir. Non. Non, il a envie de rêver. Donc, dès qu'on lui explique, bah, la plupart du temps, il est déçu. Et puis, il ne peut plus rêver puisque il sait comment ça marche. Il ne peut pas faire semblant. Euh, pour terminer, Hmm. pour, euh, pour continuer cette série d'interviews, je demande toujours euh, une personne à qui mon invité pourrait me recommander, avec qui il pourrait me mettre en contact pour continuer cette série. Voilà. Donc c'est la même question que je te pose là maintenant. Si tu devais me mettre en contact avec quelqu'un, ce serait qui? Eh ben, j'en ai parlé tout à l'heure, Abdul à la fraise. Parfait. Abdullah la fraise. Ça roule. Super. On peut te retrouver où sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, Bébel, que les gens sachent? Bon, dans la vraie vie, pour le moment, je ne sais pas trop encore. Dans les réseaux sociaux, moi, je ne suis pas C'est pas hyper réseau très social. accro, mais j'ai un Facebook, j'ai un Instagram, mais Qui seront dans la description. voilà. Et c'est vrai que je ne publie pas beaucoup de vidéos comme ça parce que j'aime faire la magie, moi, au contact des gens. Hmm. Faire de la magie à une caméra, ça me, comment dire, ça n'allume pas ma flamme. Hmm. Hein. Moi, je suis boosté par le public. De toute façon, vous aurez dans la description certaines vidéos de Belkir dans la description de YouTube. Je vous mettrai tous ces liens. Pour les quelques personnes qui ont vu Bébel dans le titre et qui sont venues le voir sans me connaître, c'est à mon tour de vous dire où vous pouvez me trouver. Vous pouvez me Alors, retrouver. on pourrait confondre avec Belmondo. Et il y a un rapport entre Belmondo et moi. Il a Ah ouais, joué dans L'As des As. t'as joué dans la ZS? Jean-Paul Belmondo, le film L'As des As. Enfin, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais certainement pas. Mais bon. J'essaierai de vous trouver quelque chose avec la ZS. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et YouTube à Quentin Métainier, aussi sur Instagram à métainier.quentin. Et pour accéder à toutes mes formations, Belkir parlait tout à l'heure des tours automatiques pour débuter la magie quand on est timide. Je viens tout juste de sortir une formation avec uniquement des tours automatiques. Il suffit de venir me parler en privé et on regarde ce qu'on peut faire avec vous. Euh, Belkir, je te souhaite du coup que du bon. C'était très très intéressant. Tu as apporté beaucoup de valeur ajoutée par ta parole. Merci beaucoup. Et du coup, pour vous sur Internet, on se dit simplement à la semaine prochaine. Ceux qui veulent se renseigner sur le travail de Belkir, il y a un spectacle qui est en cours de création. Donc tout ça, ça vient. Et surtout, on vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, matinée, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je te remercie encore une fois, Belkir,
d'avoir été. Ben, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité et peut-être à la prochaine dans la vraie vie. Bah, peut-être à la prochaine dans la vraie vie. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée.